Bonjour, bienvenue dans 101% et je n'ai pas pris le bon. Alors aujourd'hui dans l'émission, la critique de jeu c'est Soul Calibur 5. Temps perdu, Retro and Magic, Jumping Flash, un jeu sur PlayStation. Je crois que même il y avait une démo qui était livrée avec la console et on pouvait y jouer. C'était c'était super beau, mais en fait vraiment, même dans mes souvenirs c'est moche. Je sais pas si vous comprenez, mais bon. Voilà, mais on commence avec les news. On en sait désormais un peu plus sur la prochaine extension d'Alods Online, le MMORPG de Nival Online. L'éditeur Gala Networks vient en effet de dévoiler plusieurs détails concernant Game of Gods, et on vient d'apprendre que cet add-on mettra en avant le Bard, une toute nouvelle classe de soutien. Tout comme Assurance Tourix dans Astérix, le barde pourra agacer son entourage en fredonnant des ballades qui auraient pour effet de booster les stats de ses coéquipiers ou bien d'affaiblir ses ennemis. Game of God inclura aussi le champ de bataille PVP, un nouveau mode dans lequel les joueurs se battront par groupe de 12 dans une zone dédiée, à la manière d'un goulet des champs de guerre ou d'un bassin d'Arati dans World of Warcraft. Enfin, une nouvelle zone de raid fera son apparition, la Nécropole, qui accueillera pas moins de 13 nouveaux boss, évidemment bien corsés. Bref, Game of Gods ajoute une jolie dose de contenu qui devrait faire le bonheur des quelques millions de joueurs qui ont opté pour ce MMORPG free-to-play. Someone ask for a hairstylist. On continue dans les news MMO avec Rift, dont on vous parlait la semaine dernière pour la tentative de record que ses abonnés vont tenter de battre. Pour rappel, les joueurs vont essayer de faire leur entrée dans le Guinness Book en totalisant le plus de demandes en mariage virtuel possible le jour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est une annonce dans un tout autre genre que Tryon Worlds vient de faire en dévoilant Rift Lite, une version d'essai disponible pour tous les possesseurs d'un compte Tryon. Très similaire à la version de démonstration d'essai de Blizzard pour son MMORPG, cette démo permettra aux joueurs de découvrir l'univers de Rift en les laissant libres de faire évoluer leur personnage jusqu'au niveau 20. Mais en plus de Rift Lite, Tryon World a aussi présenté sa nouvelle mise à jour, baptisée Carnaval des élus. Cette nouvelle mise à jour apportera de nombreuses améliorations. On notera par exemple l'optimisation du JCJ, la refonte des donjons en mode expert et l'apparition d'une nouvelle instance, la butte de Caducée. Et on termine ces news avec SSX et ce dernier trailer en date qui nous présente un autre spot présent dans le jeu, l'Antarctique. Si les paysages semblent être essentiellement constitués de zones désertiques et glacées, on trouvera tout de même dans cette map quelques endroits un peu plus urbanisés, suffisamment en tout cas pour faire des grinds de fou un peu partout. On profite également de cette courte news pour vous rappeler que le jeu est toujours prévu pour le 2 mars prochain chez nous et que vous aurez droit à un reportage en bonne et due forme dans les 100% à venir. Et t'avais la démo du dinosaure aussi? Oui, j'avais la démo du dinosaure et tout. Mais en fait, beau, finalement, dans la console, au début, t'avais pas grand-chose. Donc tu passais tout ton temps à jouer à Destruction Derby, la démo, à jouer à Jumping Flash, et regarder le dinosaure. En fait, quand tes potes venaient à la maison, c'était... Tu mets le dinosaure, et les mecs, ils avaient pas la PlayStation. Il y avait la démo de Wipeout aussi. Ouais, qui était hallucinante. Ouais, et puis Toshinden. Moi, j'adorais Toshinden, mais c'est vrai que très vite, tu fais... Ah, oui. Surtout le film au début, là. Ah, putain. Non, c'était Hippopa. Il faisait quoi, le vieux, quand il attaquait avec ses griffes? Il avait un son très énervant. Je sais plus, Hippopa. Bref. Est-ce que... c'est à 101%, c'est ça, voilà, c'est 101%, je discute pas avec Alex. Et on regarde, je sais plus ce que je fais sous le Calibur 5. Mais, sous le Calibur 5 il y en a pas eu plus. Mais si, parce que le premier s'appelle Soul Edge. Ah, voilà. Donc c'est le 6ème en fait. Qui était beau pour l'époque. Battle 1. Fight.
Près de 4 ans après la sortie du dernier épisode sur console de salon, et à l'heure où toutes les séries emblématiques du jeu de combat renaissent de leurs cendres, voilà que Soul Calibur dégaine son 5e volet. Au programme, des lames et de la baston bien sûr, mais aussi beaucoup de changements pour une série à qui l'on avait pu reprocher de sombrer dans une certaine routine. Mais le principal reste qu'après une longue attente, 28 combattants sont enfin réunis pour répondre à cette question qui occupe tous les esprits, à qui profitent l'escrime ? Si le scénario n'a jamais été la préoccupation première des jeux de combat, la série des Soul Calibur traîne derrière elle une certaine tradition dans le domaine. Une tendance qui pouvait être constatée dès le premier épisode, mais fut surtout confirmée dès l'abandon de l'arcade par la saga, à partir de son 3e épisode. Ainsi, nous avons été habitués à des modes story particulièrement travaillés, et par extension à des parties solo extrêmement touffues. On se souvient par exemple du mode Maître d'armes de Soul Calibur 2 ou de la Tour des âmes du 4 qui promettait au joueur antisocial une très bonne durée de vie en lui proposant de très longues séries de combats sous conditions variées. Dans le même ordre d'idées, les nombreux artworks et biographies des personnages, les armes et arènes plus ou moins fantaisistes, contribuaient à faire de la série une grande amie du solo, tout en lui confiant un capital sympathie énorme. Mais à l'heure où le versus fighting traditionnel reprend les armes, y compris via l'arcade, pourtant jugée morte et enterrée depuis quelques années, Namco Bandai semble vouloir se payer une nouvelle réputation. Une réputation de jeu carré, visiblement. Soul Calibur 5 perd donc quasiment tout ce que ses prédécesseurs offraient en matière de fun, et plus généralement de contenu non noble, comprenez par là solo. Le jeu propose bien sûr un mode histoire, mais celui-ci se boucle en 2 heures grand maximum et ne consiste qu'en une série de combats tout à fait classiques, vécus sous les traits de personnages imposés. À part ça, pas grand chose. Le traditionnel mode arcade est aussi basique que son nom le laisse supposer, et la possibilité de choisir entre 3 chemins différents ne fait pas illusion 2 secondes. Tout comme la possibilité de faire gagner des niveaux à ses personnages dans un mode de type combat infini, qui ne fait finalement que simuler des parties online contre des adversaires fictifs. Débloquée après avoir fini la partie Story, la section âme légendaire à l'appellation prometteuse n'est quant à elle finalement qu'une version bien plus difficile de l'arcade. Et puis, voilà. Sans vouloir y croire au début, on doit finalement se résoudre et accepter le fait qu'on vient de faire le tour de tout ce que le jeu a à nous offrir en matière de contenu solo. En tout et pour tout, il faudra compter 5 petites heures pour débloquer tous les personnages, arènes et accessoires de customisation disponibles. On se consolera alors éventuellement en se plongeant corps et âme dans le mode création de personnages. Mais là encore, l'éventail assez réduit des options de customisation n'occupera pas bien longtemps. À part peut-être les héros des temps modernes qui tenteront de façonner des combattants à peu près charismatiques en partant d'une panoplie qui n'hésite jamais à donner dans le ridicule quand ce n'est pas dans le dégueulasse. Non, il faut se faire une raison, Soul Calibur 5 est déterminé à nous faire croire qu'il débarque tout droit des salles d'arcade, et ne peut donc pas se permettre de se disperser en modes inutiles pour les darons du versus fighting, ne jurant que par le duel face à face. Reste que le jeu est en réalité exclusivement destiné aux consoles, et que la série nous avait habitués à autre chose. KO. Welcome back to the stage of history. Soul Calibur 5 se déroulant 17 ans après son prédécesseur, le roster a subi des modifications assez extrêmes et sera sûrement le premier à choquer les habitués de la série. Certains personnages familiers ont en effet tout bonnement disparu, et il est donc inutile de chercher ou d'espérer débloquer Sophia, Taki, Youngsung, Talim ou encore Changhua et Seungmina. On déplore également la disparition de combattants plus récents comme Zasalamel, Emi ou Setsuka. Si certains d'entre eux trouvent leurs équivalents parmi les nouveaux arrivants que sont Pyra, Omega Pyra, Alpha Patroclus, Ziba, Natsu ou encore Leixia, d'autres ont décampé corps et biens. Le principe n'est pas vraiment choquant, mais il reste étonnant de constater que le jeu se permet tout de même, dans de telles circonstances, d'aligner 3 clones génériques empruntant un style de combat à leurs congénères au hasard à chaque nouveau round. Ces derniers auraient par exemple pu laisser la place à Zasalamel, Talim et Youngsung, ou à des équivalents. Heureusement, l'apparition de nouveaux personnages au style totalement inédit fait à peu près passer la pilule. Patroclus manie l'épée et le bouclier et se veut très agressif. Zwei utilise une lame courte et peut invoquer ponctuellement une sorte de spectre de loup. Viola fait voltiger une boule d'énergie aux 4 coins de l'arène de combat et sort des griffes métalliques au corps à corps.
Ezio Auditore, enfin, tire profit de tout l'équipement qu'il a embarqué avec lui en quittant la série des Assassin's Creed. On ne comptera qu'éventuellement le style un peu délirant de Devil Jin de Tekken qu'il est possible de confier à un personnage créé après avoir été débloqué. Tout ce beau monde s'affronte donc en duel selon un ensemble de règles plus ou moins nouvelles. Le gameplay s'articule toujours autour de 4 boutons. A qui déclenche des attaques horizontales, B pour les attaques verticales, K pour les coups de pied, et enfin G pour la garde. Par défaut, les matchs se jouent en 3 rounds gagnants, et il est toujours possible de pousser un adversaire hors du ring pour gagner une manche, en s'attirant les « Oh, la seule victoire !» que ne manque jamais de lâcher les joueurs trop occupés à chialer pour s'acheter du skill. À la manière des Virtua Fighter, et contrairement au Tekken par exemple, la série Soul Calibur utilise pleinement la 3D, et les déplacements latéraux y tiennent une place capitale. Ainsi, en plus du classique pierre-papier-ciseaux opposant la garde basse et haute aux attaques hautes, moyennes et basses, s'invite ici celui qui fait interagir l'esquive de côté avec les assauts horizontaux et verticaux. Le jeu se veut donc essentiellement basé sur le mind game et la capacité d'utiliser les meilleures options au bon moment, plus que sur une avalanche de combos à rallonge et de manipulations extrêmes. Plus nerveuse et fluide que le 4e épisode, cette 5e mouture accueille aussi le sidestep, une esquive latérale très rapide à laquelle le rythme effréné des combats doit beaucoup. Au rang des nouveautés se range également une jauge de puissance qui amène avec elle quelques systèmes plus ou moins inédits. Séparés en 2 niveaux eux-mêmes divisés en 4 portions, elle donne accès au Brave Edge, Critical Edge et Guard Impact. Le Brave Edge consomme un demi-niveau de barre et s'apparente au coup X de Super Street Fighter 4. En pressant simultanément les boutons A, B et K juste après certaines attaques, ces dernières se verront rallongées ou attribuer de nouvelles propriétés, pour éventuellement permettre des combos normalement impossibles. L'idée en elle-même est bonne, mais on pourra regretter le fait que certains anciens coups normaux se soient vus transformés en Brave Edge, réduisant ainsi la move list de base de certains personnages. Le Critical Edge demandera un niveau de barre entier et rappelle de son côté les ultra combos de Super Street Fighter 4. Il se réalise de la même manière pour tous les personnages, par 2 quarts de cercle avant et une pression simultanée sur A, B et K, et déclenche une puissante attaque spéciale agrémentée d'effets de mise en scène. S'il s'avère tout désigné pour punir l'adversaire après une erreur, ces Critical Edge pourront également dans certains cas être placés en combo. Le Guard Impact, quant à lui, ne consomme qu'une portion de barre et permet, comme dans les anciens épisodes, de dévier un assaut pour contre-attaquer instantanément. Seulement, alors que jusqu'ici il s'agissait de presser garde et une direction différente pour contrer les attaques hautes ou basses, la manipulation devient maintenant unique et l'effet universel. Presser simultanément arrière plus A, B et K permet ainsi de dévier tout type d'attaque, à condition que le timing soit bon. L'ancienne version du Guard Impact conserve tout de même une sorte d'équivalent avec le Just Guard, qui offre de meilleures opportunités de punition si la garde est entrée juste au moment de recevoir un coup, plutôt que maintenue au préalable. La maîtrise de cette dernière arme risque bien de devenir indispensable pour quiconque désirera approfondir le jeu, d'autant qu'elle permet de retarder ou même éviter le Guard Crush, qui se déclenche après un certain nombre de coups encaissés dans la garde classique et laisse totalement à découvert pendant un instant. Dans l'ensemble, les combats sont extrêmement efficaces mais ne pardonnent pas. Les barres de vie fondent très vite, aussi vite que peut survenir le Guard Crush chez un combattant un peu trop passif. Le tout semble néanmoins assez équilibré, et s'il convient cependant de laisser le jeu mûrir un peu avant de tirer des conclusions, il paraît fin prêt pour être joué et apprécié pendant un certain temps par les experts comme les nouveaux venus. Ces derniers sont d'ailleurs vivement encouragés à se faire les griffes sur l'indispensable mode online du jeu, que nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de tester et que l'on espère fluide. En faisant table rase du passé, Soul Calibur 5 se déleste de certains personnages emblématiques, mais perd surtout énormément en contenu solo. Il ne s'agit certes pas du principal pour un jeu de baston, et les combats s'avèrent extrêmement plaisants et dynamiques, mais les joueurs habitués à une certaine conception de Soul Calibur pourraient être surpris, voire même déçus. Les autres, ceux qui n'attendent de lui qu'un bon système de jeu, peuvent se frotter sans risque à ce 5e épisode. Les nouvelles mécaniques apportent une bonne dose de fraîcheur, mais le feeling particulier de la série est bien présent, et les joutes gagnent à la fois en technicité et en dynamisme. Le tout reste donc de savoir ce que vous attendez d'un jeu estampillé Soul Calibur.
T'allais dans les pays et tout, tu récupérais les armes. Il fallait aller dans les pays. Ah, c'était le 2, ça. C'était bien. C'est le ça. 2, ouais. Oh là là. C'était bien. Le mode aventure. Le mode aventure était génial. Bref, blablabla, après on a 100 ans perdu. Ok. Ok, Mais- elle est bonne. Hein Ah, pardon. Non, et attends, j'avais préparé un truc. Non, dans 120%, je voulais parler des films que j'avais aimés en 2011. Et il y a un film qui est passé complètement inaperçu. Au cinéma, c'est simple. En France, il a été diffusé dans 2 salles. Hein. Il a été diffusé une fois à Strasbourg et une fois à Paris, mais dans un festival. Dans les 2 fois, c'était le festival. Et c'est le film, il s'appelle Super. Alors, je vous ferai pas l'affront de vous dire que Super, il est super. Mais c'est un putain de bon film. Je sais pas, vous en avez déjà parlé sur No Life de Non, non, Super. mais je me demandais si t'allais parler des Intouchables, donc ça va. Tu peux continuer. Non, Super, c'est un film hallucinant où vous avez, vous savez, le taré dans The Office version américaine, celui qui aime bien les armes à feu. Bah, c'est l'acteur principal de ce film où un jour, du jour au lendemain, c'est un mec, il a rien dans sa vie. Il est triste. Et du jour au lendemain, il se dit, ah mais c'est vrai qu'il y a le crime quand même, il y a des gens et tout ça, machin. Sa femme se barre, quelqu'un la drogue, et là il perd, il avait pas grand chose, et il perd ça. Il y a un truc dans son cerveau qui pète, et il se dit, je suis un super-héros. Je suis un super-héros, et mon arme, c'est la clé à molette. Et à partir de ce moment-là, il défonce des vendeurs de drogue dans la rue, tout ça. Il se fait un costume mais horrible, il est nul, tout ça, machin. Il a un pauvre truc, il attend pendant des heures dehors que le crime arrive, mais le crime arrive pas, alors après, il va se renseigner sur les rues un peu chaudes pour essayer de trouver des méchants, quoi. Et après, il va dans un magasin de comics, et il demande toutes les BD où les super-héros, et ils ont pas de super-pouvoir pour comprendre. Et il y a tout un dialogue sur les héros avec pouvoir, super-pouvoir. Et ce film est drôle, c'est violent. Il y a des effets spéciaux de fou au niveau sanglant, j'ai envie de dire. C'est une réussite totale. C'est Kick-Ass, mais plus réussi. C'est-à-dire que c'est vraiment du vrai super-héros, comme si un mec disait, tiens, bah, du jour au lendemain, je suis un super-héros. C'est vachement bien fait, il y a une scène de cul. Tous les geeks... T'es obligé d'avaler ta salive. Voilà, t'es là et tu fais. Voilà. Il faut regarder, il faut voir ce truc. Et je suppose que t'as vu Green Lantern aussi. Oui. Parce que là, tu me racontes le début, je pense à Green Lantern. Non. Le mec qui dit, d'un coup, je veux... Bon, Non. il a pas pété les plombs dans Green Lantern, mais il y a ce côté, tiens, je vais devenir un super-héros, j'ai un costume de merde. Non? Mais pas du tout, mais Green Lantern, mais c'est pas du tout ça. Ah oui, Tu je l'as trouve pas avec vu le frelon vert. Non, mais les trucs verts, moi. Green Lantern, et on lui donne une bague, c'est un destin, il veut pas être Pardon, super-héros. pardon. Non, je parlais du toi, tu frelon m'as vert. fait mal. Le frelon vert. Non, non, c'est moi qui ai bugué, j'ai dit Ouais, n'importe quoi. ouais, non, le frelon vert. Non, mais c'est beaucoup plus réaliste que le frelon vert. Le frelon vert, c'est de l'humour à l'américaine. Là, c'est un film à petit budget, vraiment indépendant. Et tu sens que le mec, il a pu mettre ce qu'il voulait dedans. Et il y a Kevin Bacon et tout. Il y a quand même des bons acteurs, tu vois. Et ça. Il y a Kevin Bacon. Ouais. Il n'existe pas. Ah non, j'aime bien, moi, Kevin Bacon. Voilà. Et c'est le méchant, il est trop bien. Et non, franchement, faut voir Super. Il est sorti en Blu-ray. Là. Achetez Super. Et maintenant, c'est temps perdu. Bonjour, il fait froid, vous crevez de froid. Alors vous jetez un œil vers ce carreau brisé à la forme improbable. 3 devis plus tard, vous vous dites que finalement, il fera beau dans 3 mois. Mais alors, qu'auriez-vous pu faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Un concept de jeu, c'est parfois une idée géniale, des années de réflexion ou tout simplement de la grosse pompe. Sur le net, faut bien l'avouer, de temps en temps, la pompe marche à plein tube. Suffit que quelqu'un balance un pingouin ou un vélo le plus loin possible pour voir fleurir ici et là des tortues ou des moutons, ou d'autres trucs se faire jeter de la même manière avec plus ou moins de bonheur, ou avec plus ou moins de classe. Ainsi, au détour d'un clic, on peut tomber sur Symphonie. Hommage avoué et appuyé à l'excellentissime auditorium de Dane Sant et William Stallwood. Alors, c'est tout pareil. On doit amener des vagues de pixels sur des réservoirs en influant sur leur trajectoire avec des plots gravitationnels. Hein. Au fur et à mesure que les citernes se remplissent, cela fait de la musique et c'est joli. Septel Energy, c'est la même chose mais sans l'hommage. On reprend le même concept, on l'agrémente de quelques petits trucs en plus, genre par exemple ici, les réservoirs peuvent saturer et exploser.
On habille ça avec une inspiration vaguement zen bouddhisto-yogiste, et hop, voilà un nouveau jeu. Alors attention, hein, c'est pas mal, hein, mais c'est pas non plus la fête de l'originalité. Après, parfois on n'a pas le choix. Il existe des codes dans le jeu vidéo. Et qu'on veuille être original ou non, un jeu de plateforme, ça reste un truc où un bonhomme ou un autre machin saute sur des bouts de sol tenant miraculeusement en place. Après, il y a la manière. Dans Cave Puzzles A Gift, Oleg Vorontsov joue la carte Puzzle Réflexion. C'est peut-être pas super beau, peut-être pas super maniable, mais par contre super malin. Au fil de notre progression, on comprend vite que les menus contorsions cérébrales demandés au début vont aller en s'accentuant, et là, eh ben là c'est bien. Et ensuite il y a l'art, ou la forme. William Hensley, deuxième du nom, lui ne cherche pas forcément à révolutionner le genre. Par contre, il est beau comme les abdos d'un dieu grec, ou un morceau de chocolat, ou un foie tout neuf, ou n'importe quoi d'autre de super bien et qui donne super envie. Ici, Lucas Pack a juste produit l'un des meilleurs jeux du genre sur la toile. Alors oui, il ne s'agit que de sauter sur des trucs, ramasser des machins et gagner de nouvelles aptitudes, mais bon, ici on a un renard quoi. Un super beau renard en plus. Et puis si vous êtes pas content, bah moi je le suis. Voilà quoi. Après, être beau ça ne fait pas toujours tout, hein, j'en sais quelque chose. Et être modeste non plus d'ailleurs. Et réaliste, je vous en parle même pas. Par exemple sur CPC et sur d'autres machines que je ne possédais pas, à la grande époque il y a eu Space Crusade, l'adaptation géniale du très bon jeu de plateau de Games Workshop. En y rejouant aujourd'hui, on peut se dire c'est plus très beau, mais par contre qu'est-ce que c'est bien. C'est peut-être ce que s'est dit Ed Rizoff lorsqu'il a réalisé Xenosquad. Xenosquad, s'il n'est pas officiellement adapté de Space Crusade, pourtant c'est la même chose en plus beau. Du tour par tour, des mecs en armure spatiale trop bien et des vilains aliens à massacrer. Et même si c'est quand même pas dégueu, ils lui manque fait un brin de magie. Magie qui, elle, allez savoir pourquoi, se retrouve dans Mission in Space, The Lost Colony. Alors oui, c'est toujours pareil, tour par tour, tout ça, machin, mais ici, malgré le fait que techniquement, c'est quand même visiblement en dessous, ça marche à la perfection. On s'attache à nos petits soldats, on maîtrise au bout d'un moment toutes leurs petites différences, on finit par digérer cet indigeste tableau d'aptitude, et on s'éclate. Bref, on retrouve l'ambiance et le plaisir que nous avait procuré, presque un quart de siècle avant, l'extraordinaire Space Crusade. Alors de là à vous dire que c'est indispensable... Et puis enfin, il y a les héritiers, ceux qui n'ont de cesse de répéter et d'améliorer un concept simple, mais finalement pas si démodé. Ainsi, comme nous le disions beaucoup plus tôt dans l'émission, et heureusement vous avez No Life Online, cela fait des années que l'on balance des trucs et des machins en espérant les expédier le plus loin possible. Et My Dear Boss n'échappe pas à la règle. On tape sur son patron pour qu'il traverse la ville avec le maximum d'efficacité aéronautique possible. C'est sympa. Et c'est là que la subjectivité entre en jeu. Car en effet, qu'est-ce qui différencie My Dear Boss de Burrito Bison Revanche? Pas grand chose. Alors je pourrais vous dire que personnellement, j'ai passé 10 fois plus de temps sur Burrito. Je pourrais vous dire que j'aime pas les nounours en gélatine et que c'est une vengeance personnelle. Je pourrais vous dire plein de trucs finalement. Mais malgré la journée passée en compagnie de ce bison catcheur revanchard, ce sera à vous de choisir. Et après tout, originaux ou pas, tous ces merveilleux jeux de la toile sauront à un moment ou à un autre vous divertir durant un bon moment. Ce qui tombe d'ailleurs plutôt bien puisque je viens de me souvenir que je devais vous dire qu'il ne faut surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Là, je vais me faire allumer, obligé quoi, parce que mélanger deux super-héros juste à cause de la couleur, c'est trop nul en fait. Oui, moi, tu m'as fait vivre ce que j'ai vécu en Ardèche quand j'étais dans un supermarché où j'ai vu une maman qui regardait les rayons des jouets et elle regardait les personnages de Spider-Man et elle faisait « Ah, encore des Superman ?» parce que c'était bleu et rouge, tu vois, et ça énerve, ça énerve. Donc oui, mais même moi, hein, tu m'as fait un frisson. Ouais. Tu m'as fait un frisson. Ouais, je suis désolé. Tu m'as fait un frisson. Bref, autre film que j'ai beaucoup aimé, petite production américaine, Tucker and Dale versus Evil. En gros, vous prenez comme base Meurtre à la tronçonneuse, vous voyez, hein? Non, Massacre. Massacre à la tronçonneuse. Alors là, franchement, devine, c'est n'importe quoi. Mais moi j'aime pas ces films. Voilà, moi j'aime pas. Bon, Massacre à la tronçonneuse.
Sauf que vous partez du principe que les méchants, c'est les Jones qui doivent se faire assassiner. C'est-à-dire que tout est dans leur tête, et ils imaginent que les Pegnos vont les tuer, mais en fait les Pegnos, eux, ils y sont pour rien, et ils se retrouvent dans un massacre qui se fait tout seul. C'est un film, l'idée, elle est géniale. C'est quoi, j'explique mal? Non, rien, j'ai juste mal au bras. Ça rien à voir. D'accord, ok. Très bien. On regarde Retro and Magic, voilà, regardez ce film, il est bien. Apparu sur la PlayStation de Sony dès avril 1995, Jumping Flash proposait un mélange étonnant de plateformes, de FPS et de jeux de mecha, le tout dans un univers complètement barré comme seuls les Japonais en ont le secret. Redécouvrons ensemble les aventures de Robit, le lapin robot déterminé à sauver la galaxie. C'est la panique à l'hôtel de ville universel. Le malfaisant baron Aloha a prélevé des morceaux entiers de la planète Cratère afin de les reconvertir en lieux de vacances destinés à son usage personnel. Tandis que les morceaux de la planète sont transportés à travers l'espace, l'hôtel de ville universel dépêche son meilleur agent pour vaincre les serviteurs du baron Aloha, les Mumu, et reprendre le contrôle des bouts de planète volés. Cet agent d'élite, c'est Robit, le méca lapin turbopropulsé. Chaque monde est une sorte d'île flottant au milieu du vide, sur laquelle Robit devra localiser les 4 jetpods en forme de carotte. Une fois les 4 jetpods ramassés, il ne lui restera plus qu'à se diriger vers la sortie. Évidemment, tout ça est plus facile à dire qu'à faire, car non seulement le joueur a un temps limité pour arriver à ses fins, mais Jumping Flash est aussi avant tout un jeu de plateforme. Pour accéder à chaque jetpod, le joueur devra donc effectuer des bonds savamment millimétrés afin d'atteindre des zones en apparence inaccessibles. Heureusement, Robit pourra effectuer un double saut lui permettant, une fois maîtrisé, d'accéder à tous les recoins d'un niveau. Robit aura également à sa disposition diverses armes pour éliminer les forces ennemies, même si l'on se rend vite compte que la cause de mortalité principale ne vient pas des troupes d'Aloha, mais plutôt des sauts mal calculés entraînant invariablement une chute fatale dans les abysses. Certains niveaux prennent place en intérieur, évoquant des FPS plus classiques. Chaque monde de Jumping Flash est divisé en 3 étapes, 2 niveaux normaux et un affrontement contre le boss local. Ces combats seront l'occasion d'utiliser les différentes armes et power-ups collectés lors des stages précédents, que le joueur aura tout intérêt à conserver précieusement pour venir à bout des boss plutôt coriaces. Notons pour finir que la musique de Jumping Flash était composée par Miratsu Takeo, plus connu pour son travail sur le RPG Legend of Dragoon. Jumping Flash surprenait par son gameplay à la première personne et la complexité de ses environnements, qui rendait le jeu plutôt spectaculaire à l'époque de sa sortie. En réalité, le jeu concocté par les studios Exact et Ultra était la prolongation du gameplay d'un de leurs précédents titres sortis sur Sharp X68000, Geograph Seal. En 1996, Robit reprend du service dans Jumping Flash 2, sous-titré en Occident Big Trouble in Little Mu, en clin d'œil évident au film culte de John Carpenter, Big Trouble in Little China. Après avoir été vaincu par Robit, le baron Aloha a fui, la queue entre les jambes, et est retourné sur sa planète, Little Mu. Mais Little Mu est attaqué par un alien appelé Captain Kabuki. Le baron Aloha n'a d'autre choix que d'appeler Robit au secours, c'est l'arroseur arrosé. Mais Robit ferait bien de se méfier car le maléfique baron n'est pas foncièrement digne de confiance. Le gameplay n'a pas fondamentalement changé depuis le premier épisode. La différence principale étant que le but n'est plus de trouver les jetpods cachés dans les niveaux, mais de sauver 4 Mumu. Le jeu est également un peu plus corsé que son prédécesseur. Robit revient une dernière fois sur PlayStation en 1999 dans un nouvel épisode développé par le studio Sugar & Rockets de Sony. Sorti uniquement au Japon, ce 3e volet porte le nom surprenant Robit mon Dieu. Oui, en français dans le texte. Si
Si les bases du gameplay sont toujours les mêmes, la formule a un peu changé. Plutôt qu'une succession de niveaux toujours plus complexes à explorer, Robit doit cette fois-ci accomplir diverses missions pour rendre service aux habitants de sa planète. Il faudra donc chasser les taupes qui envahissent le champ d'un habitant, escorter un autre jusqu'à sa maison, ainsi de suite. On enchaîne donc des sessions de jeu très courtes ayant chacune son objectif particulier. Même si l'on apprécie la volonté des développeurs de diversifier le gameplay, force est d'admettre que Robit mon Dieu n'est pas très excitant. On apprécie toutefois de retrouver cet univers loufoque et ses habitants. La série Jumping Flash n'a pas connu d'autres épisodes, à l'exception du spin-off Pocket Mumu. Si l'histoire du jeu vidéo a démontré que plateforme et vue à la première personne ne font pas forcément bon ménage, Jumping Flash fait partie des titres pour lesquels ce mariage s'est révélé plutôt heureux et vraiment fun. Bon, j'avais prévu d'autres trucs, mais vu que ce 120%, il est un petit peu décousu. Hein, je sais pas, mais c'est bien aussi. Il y avait T'avais aussi prévu quoi? Attends, t'avais prévu quoi? 500 jours ensemble, un film que François Descraques m'a dit de regarder. Une histoire d'amour, mais c'est 500 jours, c'est la rencontre, la baise et la rupture. Mais dans le désordre. C'est-à-dire que tu vois jour 1 ou jour 364, et tu vois les trucs dans le désordre comme ça, et c'est très malin comme film, et c'est une histoire d'amour à l'américaine, mais on n'est pas dans du truc genre, tu vois, 4 mariages et un enterrement, tu vois. C'est vachement bien. Et Rango, en 3D, que j'avais jamais vu, et dessin animé 3D, et quand on aime les films de cow-boy italiens, ben t'es content. Parce que toutes les références, elles sont dedans. La réa de cet animé, elle est mais ouf. C'est une réa de malade. Et ouais, Rango, il faut à tout prix le voir. Voilà. Bref, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. C'est pas grave. Et je vous dis à dans 2 jours. Et demain, c'est Mima. 教えてくれ